de Merci, 10 Madame millions de la dollars ministre. était pour Merci, les Madame la CHSLD ministre. Alors, on va version poursuivre 1. les échanges avec la députée de Lapinière, mais avant, j'aimerais vous rappeler que la durée des réponses est proportionnelle à la durée des questions. Alors, je vous invite à avoir des réponses brèves, s'il vous plaît. Alors, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les sommes qui sont allouées aux maisons de soins palliatifs et s'il y a un plan de développement de places en maisons de soins palliatifs. Oui, pour les maisons de soins palliatifs, vous savez qu'on a augmenté leur financement de 50 000 à 70 000 par place, par lit, de façon annuelle, qui a répondu grandement à un besoin. Alors, actuellement, il y a une négociation qui est en cours avec les maisons de soins palliatifs pour revoir différents éléments, notamment le financement pour les lits, mais aussi le financement pour les activités en centre de jour, en maison de soins palliatifs. Il y a des maisons de soins palliatifs qui sont actuellement en campagne de levée de fonds. Il y a 3-4 maisons de soins palliatifs là, qui sont qu'on pourra bientôt annoncer. Donc, ils sont en mobilisation là, au sein de leurs différentes communautés. Donc, les maisons de soins palliatifs au Québec, ils sont là pour continuer de se développer et puis on les soutient. Les maisons auxquelles vous faites référence qui sont en campagne de financement, est-ce que ce sont 3 nouvelles maisons qui vont ouvrir? Est-ce que c'est ce que j'ai compris? C'est déjà des ajouts, vraiment, c'est des nouvelles maisons. Tout à fait. Alors, est-ce que, parce que je crois qu'il y en avait 10 ou 11 environ quand on a fait l'étude du projet de loi sur les soins de fin de vie, je pense qu'on disait qu'il y avait une dizaine ou une douzaine de maisons de soins palliatifs qui existaient. Non, il y en a plus que ça. On va me trouver le chiffre, là. D'accord. Mais je vous reviens. En attendant, est-ce que je comprends, puisque ces 3 nouveaux projets-là, que vous accueillez des nouveaux projets qui viennent de la communauté? En fait, vous savez, les maisons de soins palliatifs, la première condition, c'est qu'il se crée un comité de mobilisation et ils vont investir dans la composante immobilière. À partir du moment où leur projet est assez bien ficelé, que les fonds sont au rendez-vous, on s'assoit avec eux, puis là, on regarde le financement, parce que le ministère, le gouvernement n'investit pas dans l'immobilier au niveau des maisons de soins palliatifs. On investit dans les budgets d'opération. Alors, tantôt, je vous disais, on a rehaussé quand même considérablement à 70 000 par lit, par année. Et on a aussi augmenté le financement pour les centres de jour. Ils ont la plupart développé des centres de jour. Au total, nous avons 39 maisons de soins palliatifs au Québec, 37 maisons de soins palliatifs pour adultes et 2 ayant une vocation pédiatrique, donc pour les enfants. C'est 355 lits en maison de soins palliatifs. C'est quand même extrêmement important. C'est à peu près le même nombre qu'on retrouve dans les différents hôpitaux. Ils font un travail extraordinaire. On est en négociation actuellement avec eux. Alors, on espère continuer de soutenir nos maisons de soins palliatifs au Québec. Là, c'est la volonté. Donc, j'imagine que, comme moi, vous avez reçu leur demande, leur mémoire prébudgétaire, leur demande qui demandait 177 000 par lit pour les maisons de 6 lits et moins, et puis un peu moins, là, 166 799 par lit pour 7 lits et plus. Alors, c'est ce que vous êtes en train de regarder, puisque c'est quand même un pas important de passer de 70 000 par lit aux montants qui sont indiqués. Oui. OK. C'est vraiment, oui, c'est une demande qui est extrêmement importante. Et puis, on est en train de l'examiner dans le contexte de la négociation qu'on a avec eux. D'accord. Alors, quand vous dites que dans la communauté se crée un comité de mobilisation qui s'occupe d'investir dans la composante immobilière, est-ce que vous voulez dire que ce comité doit s'organiser pour avoir les fonds pour acheter le terrain, faire construire, ou si c'est une construction qui existe déjà, qui peut être convertie, faire la conversion. Donc, tout ce qui est la brique et le mortier, finalement, est aux frais de ce comité de mobilisation et des partenaires qui peuvent aller chercher. Et une fois que ça existe, là, ils peuvent faire une demande au ministère de la Santé et des Services sociaux pour financer l'opérationnalisation, les frais d'exploitation.
Ce sont des ressources autonomes, il ne faut quand même pas l'oublier, qui sont composées, là, c'est des ressources qui sont issues des communautés, mobilisation citoyenne importante. Alors, ne veut pas que ça devienne des ressources institutionnelles. Ils ont leur propre mission, vision, valeur, leur philosophie de gestion, leur philosophie clinique. C'est important de préserver ça. J'en profite pour faire juste une petite correction. Je vous ai dit qu'on avait monté le financement de 50 000 à 70 000. Je faisais référence aux maisons Gilles Carle. Pour les maisons de soins palliatifs, le financement était de 80 000. Juste avant la pandémie, on a augmenté et sécurisé leur financement à 110 000 par lit. D'accord. Merci beaucoup pour la précision. Maintenant, on sait quand une personne âgée doit aller à l'urgence, souvent si on n'a pas, disons, les meilleures conditions pour recevoir cette personne-là, elle peut facilement se déconditionner. Et il n'y a pas des gériatres dans toutes les urgences, mais il peut y avoir des gériatres répondants. Et je sais que c'est une mesure dans le plan Fierté de vieillir d'avoir plus de gériatres répondants. Est-ce que vous pouvez me dire comment procède ce programme ou quels sont les objectifs dans l'année qui vient pour réaliser ce programme? Oui, bien, en fait, vous le savez, on veut donc retravailler sur la porte d'entrée volet CLSC pour les personnes âgées, pour l'offre de services première ligne, soins de santé primaire, le volet communautaire. On veut renforcer nos GMF en lien avec le volet aîné maintenant. Il faut qu'on ait des ponts plus efficaces pour avoir accès aux gériatres. Les gériatres, on les retrouve dans les milieux spécialisés, surtout, pas uniquement, mais surtout, notamment dans les CHU, dans les instituts de gériatrie, dans les centres d'excellence. Il y a des concentrations quand même assez importantes de gériatres dans ces institutions et on est très conscient qu'il faut qu'on développe un modèle de gériatre répondant, vous en avez parlé. On est en train de regarder comment tout ça pourrait se faire. On va le faire en lien avec la politique d'Alzheimer, notamment, parce qu'il faut qu'ils aient accès à gériatre, mais aussi neurologue. Mais on va le faire aussi pour la population générale. C'est important. On a quand même un bon nombre de gériatres au Québec. Il y a des belles initiatives, notamment ici du côté de Capitale-Nationale avec l'équipe des gériatres, donc qui sont en soutien aux médecins de famille, aux GMF. Puis on veut former le personnel aussi, des infirmières qui vont être habilotées, peut-être des projets d'IPS éventuellement spécialisés en gériatrie. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la politique de soutien à domicile dans tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et qui dit politique de soins à domicile, soutien à domicile, dit souvent aussi personnes proches aidantes. Donc, beaucoup reposent sur les personnes, risquent de reposer davantage sur les personnes proches aidantes. Est-ce qu'on regarde, parce que en fait, peut-être une suggestion que j'ai à faire plus qu'une question, parce qu'il y a un comité des partenaires concernés par le soutien aux personnes proches aidantes qui existe. Et je vois que dans le cahier de crédit, j'avais demandé combien d'avis avaient été produits à la demande de la ministre par ce comité, et aucun avis n'a été produit. Peut-être que c'est d'autres organismes qui peuvent produire des avis, mais il me semble qu'avec une politique qui va reposer beaucoup sur les personnes proches aidantes, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder, à moins que vous me disiez que vous le faites déjà, des moyens de mieux soutenir les personnes proches aidantes? Parce que c'est une chose de donner du répit par un organisme communautaire, c'est très important et ça aide, mais financièrement, on est en train d'appauvrir et d'épuiser des personnes proches aidantes qui se dévouent corps et âme à leur aider, qui sont obligés d'arrêter de travailler ou de travailler à temps partiel, qui épuisent leurs économies et qui, une fois la personne décédée, bien, sont vraiment, je dirais l'expression dans la misère, là, on entend des personnes comme ça. Alors, il y a des façons de faire ailleurs. Je ne sais pas quelle est la meilleure, mais il y a des façons de faire ailleurs pour
mieux supporter financièrement les personnes proches aidantes. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Bien, écoutez, depuis 2018, là, c'est 473 millions qui étaient disponibles pour soutenir l'approche aidance au Québec, qui était donc étalée là, sur une période de 5 à 6 ans. On s'est doté d'un plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes qui va jusqu'en 2026. C'est 61 mesures dans le plan d'action gouvernemental. La grande majorité des mesures sont réalisées. On me disait que le comité dont vous faites référence a tardé à se mettre en place. On va regarder ça là, attentivement. Vous amenez un très bon point. Mais les budgets sont là pour l'approche aidance. Vous savez qu'on travaille avec l'appui, avec les différents organismes notamment. Donc, c'est beaucoup d'argent qui est mis pour l'approche aidance. Maintenant, les organismes sur le terrain sont présents, que ce soit Société Alzheimer, Baluchon Alzheimer, les maisons Gilles Carle, les ESSAD, les centres d'action bénévole, les centres de jour. Donc, notre investissement a été quand même, je pense, assez bien utilisé. L'investissement total, je suis d'accord avec vous, c'est un gros montant. Mais quand on parle du point de vue de la personne qui va chercher 2 500 $ peut-être de crédit, et c'est très difficile d'avoir accès au crédit parce qu'il faut cohabiter avec la personne. Il faut cohabiter pendant au moins un certain nombre de jours par année. Alors, je comprends que la somme est importante et que toute augmentation serait encore aurait plus d'impact sur le budget, mais ce sont des personnes qu'on ne peut pas laisser à elles-mêmes. Si vous me permettez, je vais vous demander le bilan annuel du plan d'action La fierté de vieillir qui a été lancé l'année dernière. Ça fait bientôt 1 an. Il y a un bilan annuel qui va être fait. Quand sera-t-il prêt? Et comment le suivi est-il fait? Parce que, outre les cibles prioritaires au début, il y a 102 mesures qui n'ont pas de cible individuelle. Alors, comment ce bilan-là va être fait? Bien, en fait, on a procédé hier au bilan de Fierté de vieillir. Il y avait un webinaire là, qui comportait plus de 1000 personnes. 1200 personnes qui ont participé hier à ce webinaire. C'est un plan Fierté de vieillir qui comporte 102 mesures. La plupart des mesures sont chiffrées avec des indicateurs. Puis, la grande majorité des cibles sont actuellement en déploiement. Je ne vous ferai pas la présentation aujourd'hui, là, mais 88 des actions sont démarrées. Alors, c'est quand même important pour l'année 1. Alors, on est très content de ça. Dans chacun des axes, il y a eu des actions qui ont été avancées, que ce soit en lien avec le crédit d'impôt pour soutenir les aînés, que ce soit en lien avec le revenu, en lien avec Revenu Québec pour aider les gens à demeurer en emploi plus longtemps. Le soutien à domicile, on en a parlé largement, les maisons des aînés, la gériatrie sociale. Est-ce qu'on a accès à ce document? Oui, certainement. On pourrait vous remettre certainement une copie. Puis l'autre chose aussi, ce webinaire s'adressait surtout aux intervenants, aux organismes, puis on pourrait éventuellement on va faire une présentation grand public aussi. Alors, on pourra vous informer avant, bien entendu. D'accord, je vous remercie. Est-ce qu'il reste... 1 minute 22. Oui. 1 minute 22. Je vais vous poser une question qui me turlupine parce que l'année dernière, il y a eu justement le lancement de La fierté de vieillir. J'ai participé à cette rencontre-là. Et c'est un événement qui incluait une vidéo dans laquelle on ne voyait que des collègues caquistes. Et j'étais un peu mal à l'aise. J'avais l'impression qu'on avait une vidéo partisane dans un événement gouvernemental. Alors, je me demandais comment quel était l'objectif d'avoir cette vidéo-là dans le cadre de l'annonce d'un programme gouvernemental? Bien, écoutez, je ne sais pas à quelle vidéo vous faites référence. La vidéo où il y avait une bonne douzaine de députés caquistes qui parlaient du vieillissement. OK. Bien, écoutez, je pense que c'est une vidéo qui était faite par les députés
pour, en fait, démontrer que l'ensemble, parce que vous savez qu'il y a plus de 30 ministères et organismes, et des ministres, donc, quand je dis ministères et organismes, qui sont impliqués dans Fierté de vieillir. Vous étiez présente, d'ailleurs, à tous les événements. Et vous savez que le 31 mai, quand on a annoncé ça, plusieurs ministres sont venus annoncer leur La ministre, objectif. alors Mais on va pour poursuivre le les volet des échanges. députés, Merci, Madame la ministre.